À la une, un millésime 1966 pour soutenir la lutte contre la drépanocytose. La bouteille de rhum la plus chère au monde a été vendue en septembre dernier. Habillée par un joaillier de la place Vendôme à Paris, elle vaut 100 000 €, une somme qui sera entièrement reversée à des associations. Il est devenu la marque de fabrique du village Palicourt. Le club des cavaliers des Trois Palétuviers anime la vie de la communauté depuis 2005. Lauréat d'un concours national en 2009, il est né sous l'impulsion du professeur Daniel Bord et du rectorat pour réduire l'échec scolaire. Le jeu au départ servait de sortie et de roue de secours. Et puis les richesses de la Guyane à l'honneur au Procte de Matoury ce matin. 400 enfants ont eu droit à leur carnaval. Défilé, farandole et couleurs. 2 heures de fête à découvrir dans votre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, cette image de cette importante opération de sécurité déployée vers 8 h ce matin au tribunal de grande instance de Cayenne, en cause d'une valise suspecte laissée dans l'entrée du bâtiment. Les rues aux alentours ont été barrées, 4 véhicules de pompiers ont été dépêchés et les démineurs basés à Kourou étaient en route quand ils ont appris qu'il s'agissait d'une fausse alerte. La mallette appartenait à une magistrate qui l'avait simplement oubliée la veille. « 17 jeunes de retour au pays après un long voyage en Europe, plusieurs mois de stage en entreprise, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Portugal ou encore à Malte. 5 d'entre eux étaient présents lors du bilan de leur programme Erasmus+, présenté ce matin dans une agence Pôle emploi. Depuis 2014, 74 jeunes de Guyane en ont bénéficié. Écoutez les précisions du directeur de stratégie Pôle emploi. Le programme Erasmus+, est un programme qui touche plusieurs publics, les demandeurs d'emploi et les étudiants. Pôle emploi est le pilote pour le programme au niveau des demandeurs d'emploi. Nous le mettons en œuvre en Guyane depuis 2014 et nous avons déjà plus de 70 personnes, 74 exactement, qui ont bénéficié de ce programme et qui réalisent en fait des stages en entreprise dans un pays européen. 3 critères principaux. Le premier critère, c'est d'avoir un métier déjà, hein, puisque ce n'est pas un programme de formation, il faut déjà avoir un métier. Le deuxième critère, c'est la langue, avoir un niveau de langue étrangère suffisant pour s'exprimer avec ses collègues, avec ses clients. Et troisième critère, c'est évidemment le sérieux, puisque partir 3 mois loin de chez soi, il faut y être préparé et avoir capacité à s'intégrer. Le bilan est déjà intéressant, puisque une partie des stagiaires n'ont pas pu venir parce qu'ils sont déjà en emploi. Certains ont retrouvé de l'emploi dès leur retour en Guyane, et certains sont restés d'ailleurs dans le pays d'accueil, notamment en Grande-Bretagne, pour prendre un emploi qui leur était proposé sur place. En général, dans les 6 mois qui suivent le programme, on a un taux de retour à l'emploi de 70 à 80%. En bref, bientôt un nouveau centre pénitentiaire en Guyane. Le garde des Sceaux a présenté hier son plan encellulement individuel pour une meilleure prise en charge des détenus. Un programme qui prévoit la construction de 33 nouvelles prisons dans toute la France. Chez nous, une maison d'arrêt de 300 places est attendue, a priori à Saint-Laurent. Son emplacement est encore à l'étude. Le secrétaire d'État au sport poursuit sa visite dans les Antilles. Thierry Braillard a rencontré le président de région, Harry Chalus, hier pour négocier le financement de plusieurs équipements sportifs. La première visite de terrain s'est déroulée dans la matinée au complexe sportif de la ville du Moule. Nathalie Zinan, Patrick Curie. Vous savez, quand on voit Teddy Riner entrer dans le stade olympique, porter le drapeau de la France, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que la Guadeloupe a apporté au sport français. Il était donc tout à fait normal qu'en retour, que la Guadeloupe bénéficie d'une partie du plan exceptionnel d'investissement et de rénovation d'équipements outre-mer, une enveloppe qui s'élève à 20 millions d'euros. 20 millions pour cette première année sont budgétés et ensuite il faut dépenser. Et donc il y a déjà eu un conseil d'administration du Centre national de développement du sport qui va être l'organisme qui va financer. Et il y en a un dans 5 jours, la semaine prochaine, qui va donc commencer à débloquer l'enveloppe sur des premiers dossiers. Je sais qu'il y a déjà des dossiers guadeloupéens qui vont être retenus pour environ 1,5 million d'euros de soutien apporté par l'État. Et ce n'est qu'un début. Il y aura un autre conseil d'administration en novembre 2017 où là, je l'espère, l'intégralité des 20 millions auront été dépensés pour cette première année. Au Moule sont prévues une pelouse synthétique, une piste d'athlétisme toute neuve. Dans cette région de la Guadeloupe, on dénombre de nombreux sportifs de haut niveau et une grande variété de disciplines exercées. D'où l'investissement en équipements multisports
exemple pour le taekwondo. Optimiser les performances et on pourra optimiser les résultats. Un accueil digne de champion au moule, mais aussi à Pointe-à-Pitre, où le président Chalus l'a défié au tennis et les jeunes basketteurs au panier. Thierry Braillard est venu porter la bonne nouvelle et muni d'une belle enveloppe, un geste qui satisfait Jacques Bangou, maire de Pointe-à-Pitre. S'agissant du territoire de Pointe-à-Pitre, il était essentiel pour nous de partager avec lui le premier label de ville active et sportive obtenu par une ville d'outre-mer et de lui montrer également que ce n'était pas une labellisation vaine, mais que ça correspondait à un niveau d'équipement et à une politique de participation sportive qui est exceptionnelle sur le territoire de Pointe-à-Pitre. La terre de Guadeloupe et ici à Pointe-à-Pitre en particulier, nous sommes une terre de champions, une terre de pratiques sportives, une terre d'exception dans tous les domaines et nous tenions à le faire partager à notre secrétaire d'État. Donnez rendez-vous à cette graine de champion aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. 100 000 € pour un millésime martiniquais datant de 1966 et déniché dans les caves de la maison Clément. La bouteille de rhum la plus chère au monde a trouvé preneur. Avec son bouchon en or imbibé de diamants, elle avait été présentée en septembre dernier à la boutique du joaillier qui l'a conçue place Vendôme. L'argent récolté sera donné à des associations qui luttent contre la drépanocytose. Éric Dupuis. Un écrin d'exception pour un millésime incomparable. 1 an de travail, 200 grammes d'or et 4 carats de diamants. La maison Clément et la maison Tournaire ont créé une œuvre d'art à déguster avec modération. Car la bouteille scintillante en cristal de baccarat renferme un nectar rare et jamais commercialisé jusque-là. Nous avons choisi une bouteille de rhum vieux Clément millésime 66 parce que ce millésime, il nous en reste très peu, 30 bouteilles. Et à la dégustation, il nous a semblé vraiment d'excellente qualité et qui pouvait correspondre vraiment à cette pièce unique. Le but, c'était de marier les savoir-faire de 2 maisons d'excellence. Un pari fou lancé lors d'une dégustation de rhum entre les 2 directeurs qui aboutit à une évidence. L'idée, elle n'est pas non plus incongrue dans le sens où j'ai vu cette maison Clément qui est incroyable et ça correspond bien aussi au style de Tournaire avec les bagues architecture. On avait mis des architectures sur des stylos avec la maison Dupont. Et je dis on va mettre une maison sur une bouteille de rhum. Le pari est gagné. La bouteille à 100 000 € et ses 8 copies en bronze plaqué or de 19 000 € chacune ont toutes été vendues. Mais derrière le luxe et l'élégance, il y a aussi la solidarité. Sur les ventes, 15 000 € seront reversés pour la lutte contre la drépanocytose. Avec cet argent, nous allons financer 3 bourses de thèse, de master biologie 2e année, recherche drépanocytose, pour inciter les jeunes doctorants justement à faire de la recherche sur la drépanocytose parce que nous sommes en pénurie de drépanocytologues. Parmi les acheteurs, de grands collectionneurs d'art venus d'Italie, de Grèce ou de Belgique, et un Martiniquais de moins de 30 ans qui s'est aussi offert l'une des 8 bouteilles en bronze. C'est un mieux pour les ultramarins. Les tarifs des billets d'avion au départ et à destination des Outre-mer ont baissé entre janvier 2016 et janvier 2017, selon le baromètre de la Direction générale de l'aviation civile. Au total, ces prix ont diminué de 3,1% au départ des DOM, mais ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. La Réunion paye plus cher. Dans le détail, la Guyane connaît une baisse de 8,4%, la Guadeloupe de 6,1% et moins 4,4% pour la Martinique. Enfin, plus 2,1% pour la Réunion. Une fois n'est pas coutume, nous prenons cette semaine encore la direction du village Palicourt des 3 Palétuviers et on s'intéresse à son fameux club d'échecs devenu marque de fabrique du village. Lauréat du concours national Faites-nous rêver édition 2009-2010, l'association Cavalier des 3 Palétuviers existe depuis plus de 10 ans. Sous l'impulsion d'un professeur soutenu par le rectorat et la Fédération française des échecs, il était question de transformer l'échec en maths. Pari réussi semble-t-il, la majorité des élèves de l'école de ce petit village en aval de Camopi y a pris goût. Ayodélé Germa. Vu l'engouement de ces bouts d'hommes, on croirait presque que la cloche sonne pour annoncer la récré ou l'heure du goûter. Eh bien non. En ce début d'après-midi dominical, c'est l'heure du jeu d'échecs, un moment très attendu par les élèves. Le roi, son
échec, il faut regarder comment sortir le roi de cet échec. Ça aide à réfléchir, ça aide à travailler ta tête, à comprendre. Tu as continué à regarder, après tu comprends comment on joue. Après, c'est comme ça qu'on apprend. Pourquoi tu aimes bien les échecs? Parce qu'on gagne. En 2004, le jeu d'échecs a été introduit dans le programme de l'unique école du village des Trois-Palétuviers. Une idée du rectorat qui souhaitait alors, par les échecs, lutter contre l'échec scolaire. Mission accomplie, l'an dernier, l'école a comptabilisé 100% de réussite. C'est un prêt-à-penser stratégique, une partie d'échecs. Vous observez le jeu d'échecs. Qu'est-ce qui se passe sur ce jeu d'échecs? Qui a bougé quoi? Ensuite, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a bougé telle pièce. Puis seulement, vous après, vous réfléchissez, qu'est-ce que je peux faire pour éviter une attaque, pour au contraire moi-même aller un petit peu à l'offensive. Ensuite vous jouez, vous gagnez. Donc ce prêt-à-penser stratégique, on peut l'appliquer au niveau des matières disciplines, c'est ce qu'ils font, et on arrive à avoir des résultats tout à fait corrects, et même plus que corrects, tant à l'école qu'au niveau du collège. On arrive quand même à des taux de scolarisation après le collège qui sont largement au-dessus de 50%, et les jeunes se tiennent jusqu'à la fin de leurs études au lycée globalement. Il y a un engouement, les parents se sont mis à jouer aussi aux échecs et puis on s'aperçoit en fin de compte que c'est devenu un petit peu une marque de fabrique du village. Une marque de fabrique exportée vers l'Hexagone en 2007 lors du tournoi de France d'échecs qui s'est tenu à Aix-les-Bains. Les cavaliers des Trois-Palétuviers y ont remporté la moitié des parties après seulement 1 an de pratique. Et la devise de l'école de Trois-Palétuviers depuis 2004, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est une devise Mark Twain et on s'aperçoit qu'ils le font. Une autre manière aussi de dire les choses pour l'équipe enseignante, c'est on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. D'accord. On ouvre une page carnaval à présent avec tout d'abord la première édition du kiosque en fête qui s'est déroulée mercredi à Saint-Laurent. Manifestation dédiée aux enfants de la commune avec diverses animations le long des berges du Maroni. Contes, châteaux gonflables, jeux de société et stands de maquillage. De quoi bien profiter d'un bon moment en famille en cette période de vacances scolaires. Elsa Gonzalez. Du conte au château gonflable en passant par la séance maquillage, pas le temps de s'ennuyer. Après avoir écouté l'histoire animée par la bibliothèque municipale Ishek Baron, direction le stand de l'association Botoplay. Venus en famille, c'est l'occasion pour les enfants de se retrouver et de s'amuser avec ses amis. On joue à des jeux avec l'association Botoplay. On joue à No Panic, c'est un jeu de rapidité, un peu. Et en fait, il y a une espèce de petite machine qui compte le temps et on doit piocher des cartes et dire des mots qui correspondent avec cette carte-là, avec ce thème-là. Contactée par l'office de tourisme, l'association Botoplay propose divers types de jeux. Créée il y a plus de 10 ans, l'association amène le jeu partout sur le territoire de l'Ouest guyanais. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une animation et des échanges entre les gens autour du jeu, tout simplement, de s'amuser ensemble, à tout âge et toute culture confondue. Mis en place par l'office de tourisme, c'est la première fois que le kiosque en fête s'organise. L'idée est de permettre aux enfants d'avoir une après-midi qui leur soit réservée pour fêter le carnaval. On a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de choses pour les plus petits pendant cette période de carnaval. Il y avait beaucoup plus de soirées tololo, de bals parés masqués, de soirées avec des orchestres. Et puis on a un petit peu oublié les enfants puisqu'on leur a juste prévu un bal paré masqué. Et puis là on s'est dit bon cet après-midi c'est les vacances, c'est le carnaval, nous sommes en plein dedans. Il faut faire un kiosque en fête, il faut faire une animation. Même si le temps n'était pas au rendez-vous, ils sont plus d'une cinquantaine de parents et d'enfants à s'être régalés en cette journée de vacances. Jeunesse toujours, cette fois l'ambiance était au Palais Omnisport Georges Théolade. Plus de 400 enfants de différents centres de loisirs de Cayenne et de Matoury ont eu droit à 2 heures de fête ce matin. Farandoles, défilés et costumes vantant les richesses de la Guyane, une véritable explosion de couleurs et de joie, comme nous le montre Jonathan Lariot. Pour aujourd'hui, ce sont les tout-petits qui sont à la tête de la grande parade. Ici, ce ne sont pas des groupes de carnaval à proprement dire, mais des camps de vacances qui ont montré leur propre défilé. Et à l'image des plus grands,
Chaque groupe a pris le temps de confectionner ses propres costumes avec un thème bien précis. Le point de départ, c'est le voyage à travers le temps. Donc nous sommes passés, entrés dans une porte et ensuite nous avons traversé les dinosaures et maintenant nous travaillons sur les hommes de la préhistoire. Il y a le Brésil, il y a la Guyane avec les chercheurs d'or. Ensuite nous avons le carnaval de Venise. Et puis aussi un carnaval d'Afrique. Au total, 6 centres de vacances étaient représentés. Césaire, Mirza, les groupes élémentaires et maternels de Ribal, Léopold Eder et Barbadine, Lilliput School. C'est le carnaval pour les enfants. Ils ont préparé pendant 3 jours leurs costumes, leur musique, tout autour du carnaval. Le but, c'est ça, de leur montrer, de vivre leur propre carnaval, qu'ils puissent se défouler, comme les grands-parents, en fait, comme les parents, leur journée à eux. Loin de se contenter d'une simple parade, c'est en véritable emblème d'un carnaval bien à eux que ces tout petits ont aussi montré que leur carnaval est à la hauteur de celui des grands. Mais ici, pas de concours, les costumes, plus beaux les uns que les autres, émerveillent les spectateurs. Moi, je dis que ce carnaval, c'est notre chance d'avoir au moins un carnaval. Ça change des différentes vacances dans les rues et ça peut apprendre aux autres qu'au lieu de rester à la maison à rien faire, qu'on peut aller dans un centre et s'amuser, défiler avec ses amis. Loin des rues, ces jeunes carnavaliers ont pu goûter aux joies d'un défilé carnavalesque, certes à leur niveau, mais pas si éloigné de la prestance des plus grands. Et du côté des plus grands, justement, maintenant, vous êtes nombreux à entamer ce week-end la dernière ligne droite avant la fin du carnaval mercredi. Une véritable épreuve pour les carnavaliers, tant pour l'effort physique que pour la tristesse de voir partir Vaval. Et c'est sur ce premier exercice que Henriette Adelson, retraitée de 70 ans, nous livre quelques conseils, des recettes d'antan pour tenir la cadence. Ayodele Germa. Vendredi, galette. Samedi, nana. Dimanche, il y avait le bal titane. Lundi, mariage burlesque. Mardi gras, Diable Rouge, voilà. Nana le soir, mercredi matin, il y avait le vidé de 5h du matin, le vidé de mercredi après-midi, Nana jusqu'à minuit. Et après, c'était fini. Depuis vendredi jusqu'à mercredi décembre. Voilà. Maintenant, c'est de lundi à lundi. Henri-Paul Chingalang, membre de l'Observatoire du Carnaval guyanais, se rappelle de la dernière ligne droite, telle qu'elle était pratiquée au bon vieux temps. Des souvenirs qu'il partage avec sa tante, même si ceux de cette dernière remontent encore plus loin, dans les années 50. Il y avait les balayeuses qui sortaient, qui mettaient une grande robe de chambre, et puis avec leur balai, et puis qui balayaient la rue avec leur chapeau, et puis qui balayaient la rue. On ne voit plus ça aussi, mais toujours masqué, jamais visage découvert. Pour être en forme durant les derniers jours du carnaval, il y avait toute une panoplie d'herbes, onguents et autres tisanes qui faisaient d'un lendemain de fête le début d'une autre. Et pour les herbes même, pour se laver, pour retirer la fatigue, c'est vénéret, atumo. Et on peut le boire aussi, si on a une grippe, tout ça. Et puis quoi encore, qu'est-ce qu'on peut mettre comme herbe? Il y a... Et comment elle s'appelle encore? Monjoli. Feuille monjoli, c'est un petit peu sable, les feuilles. On fait bouillir ça ou écraser, puis de mettre au soleil et puis de prendre un bon bain comme ça. Voilà, bérum. Après qu'on a fini de prendre un bon bain, comme j'ai dit tout à l'heure là, et puis on se frictionne tous les membres, tout le corps avec. Les jambes, le pied, enfin pied, tout. Et puis ça vous rend bien. Le corps n'est pas là, ça en fait les fatigues pas. Pour les plus nostalgiques, la dernière ligne droite débute ce soir. À vos marques. Et c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, voici l'essentiel des titres développés ce soir avec ce millésime 1966 pour soutenir la lutte contre la drépanocytose. La bouteille de rhum la plus chère au monde a été vendue en septembre dernier, habillée par un joaillier de la place Vendôme à Paris. Elle valait 100 000 €, une somme qui sera reversée à des associations. Il est devenu la marque de fabrique du village Palicourt. Le club des cavaliers des Trois Palétuviers anime la vie de la communauté depuis 2005. Lauréat d'un concours national en 2009, il est né sous l'impulsion d'un professeur du rectorat et c'était pour réduire l'échec scolaire. Et puis les richesses de la Guyane à l'honneur au Procte de Matoury ce matin. 400 enfants ont eu droit à leur carnaval, défilé, farandole et couleurs. 2 heures de fête rien que pour eux.
Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'information nationale et internationale. Avec le 20h de TF1, ce sera juste après votre météo. Bonne soirée à vous, très bon week-end, à lundi.